On avance, on passe notre journée, là cette fois-ci, on va effectivement à Takamatsu, où on va dormir à terre sur l'île de Shikoku. Et le lendemain, on va se plonger dans un magnifique jardin, le jardin de Ritsurin, un des plus beaux, un des beaux jardins du Japon. Hein. Vous en avez une belle brochette là. Et là, on va avoir sûrement une petite cérémonie du thé, une petite dégustation dans le pavillon de thé. Après ça, on va se rendre pas très loin, dans une espèce d'écomusée, un grand domaine où ils ont rapatrié des maisons anciennes de tout le Japon. Donc, écomusée avec les différentes professions anciennes, notamment la reconstitution d'un pont de liane sur lequel on peut passer, parce que sur Shikoku, il y a encore beaucoup de ponts de liane. Souvent, les gens sont très impressionnés pour passer là-dessus, encore qu'il n'y a pas de risque, hein, ça tient bien. Et à la fin du parcours de l'écomusée, il y a une petite surprise. Il y a Tadao qui a construit un bâtiment, un petit musée. Bon, il n'y a pas de choses fantastiques, mais c'est pas ça qu'on regardera. Mais il a construit toute une partie de jardin avec des cascades. Et ça, c'est sublime, c'est encore du beau Tadao. On va manger sur le site, c'est prévu dans une auberge ancienne, et on mangera des spécialités de Shikoku qui sont les nouilles udon. Hein, c'est des nouilles qui sont épaisses comme le doigt. Sacrée gymnastique pour les manger, mais c'est très bon. Et puis ensuite, on va aller dans une petite ville où on va dormir, la ville de Tokushima, où on va visiter le festival hall d'Awa. Alors les danses d'Awa, c'est ce qu'ils appellent la danse des fous. Alors c'est un grand festival qui a lieu tous les étés, 4 jours à Tokushima, qui est connu dans tout le Japon, où donc ils vont danser, hein, mais comme des fous, hein, la danse des fous, pendant 4 jours. Et les hommes et les femmes dansent de la même façon, ils sont un peu pliés dans les genoux. C'est très, très festif, c'est très gai, et c'est une façon de se tenir très particulière. Et donc, comme on n'est pas là pour le festival trop tard en novembre, il y a une petite représentation où ils vont nous faire une démonstration de ces danses d'Awa. Et après, on pourra discuter avec les danseurs. Ils vont même nous faire danser, nous faire essayer le pas de danse. Pas évident du tout, c'est très fatigant. Voilà. On dort à Tokushima. Le lendemain matin, on retourne voir un autre beau jardin. Un jardin dont je vous ai parlé parce que c'est là où se trouve le pont de pierre le plus long. Je vous avais dit que les ponts étaient de pierre naturelle et qu'il ne fallait pas tailler ni casser la pierre. Et ça, c'est le jardin qui a le pont de pierre le plus long, qui fait 11 mètres, 10 mètres 50 ou 11 mètres, je crois. À côté de cela, pas très loin, on va aller se rendre à la résidence Jurobei. Alors, la résidence Jurobei, c'est un endroit qui est consacré aux marionnettistes. Donc il y a une petite partie musée où on va nous expliquer comment fonctionnent ces marionnettes, on verra un petit peu tout cet univers, et ensuite on aura une petite représentation privée de marionnettes, un petit acte, et on pourra après échanger avec les marionnettistes, ils se font photographier, enfin bon voilà. Donc un contact avec les marionnettes. Partant de là, on réembarque dans le bus, on va jusqu'au port voisin, et là on prend le ferry et on traverse la mer pour nous rendre sur la péninsule d'Issei, pour nous rendre au Mont Koya, parce qu'on va dormir dans un monastère. En monastère, on se couche tôt, hein, il faut être là-bas avant 18 h, on mange à 18 h, et après on se couche. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Bon, voilà. Belle expérience, vous verrez, les monastères. Souvent, alors celui-là, je ne connais pas, j'en avais demandé un autre, mais ils n'étaient pas disponibles. Habituellement, il y a un bain public dans les monastères. Les moines, souvent, s'ils sont sympas, ils font chauffer le bain. Donc, en plus des sanitaires, on peut aller faire un petit tour dans le bain. Le soir, bien évidemment, ça va bien, oui. Le soir, un dîner végétarien, hein, on est dans un monastère. Et le lendemain matin, on peut assister, si on le veut, à 6 h du matin à la Bouddha cérémonie. Ce n'est pas obligatoire. Ceux qui ne veulent pas se lever n'y vont pas, puis c'est tout. Alors ça dure quoi, en général
20-25 minutes à peu près, c'est pas très long. Bon, une fois qu'on y est, on ne peut pas partir se sauver au milieu. Hein. On ne sait pas trop ce qui se passe, on regarde, on écoute, on est bien sage. Et puis après, petit déjeuner, toujours petit déjeuner végétarien. Après cela, on va visiter le mont Koya, quelques 2-3 endroits, parce que le mont Koya, il y a à peu près une centaine de monastères sur ce mont. Hein. Donc, on va visiter la grande nécropole, c'est une espèce de grand cimetière qu'on va traverser. Et au bout de cette nécropole se trouve le mausolée du fondateur. Alors si on a de la chance, il y aura peut-être des pèlerins qu'on pourra voir prier ou chanter. Et alors, cette nécropole est assez amusante parce que sont enterrés là monsieur et madame tout le monde, mais on y trouve des grands shoguns, des grands seigneurs. Et puis, chose plus surprenante, qui va beaucoup vous surprendre, c'est que la plupart des grandes entreprises japonaises ont là leur tombe, des grands caveaux destinés à leur personnel. Personnel qui est mort dans des conditions, accidents du travail, de choses comme ça, qui sont donc enterrés là. Donc il y a la tombe de Mitsubishi, il y a l'aéronaval, il y a le centre spatial, il y a les journalistes, vous verrez, c'est des choses assez surprenantes. Marilène, excuse-moi, il faut que je parle, je travaille à Saint-Vincent-Mercuse à 6 heures, okay. Et je ne peux pas me permettre d'être en retard. Voilà. Peut-être que je vous en Japon. Eh bien oui. Ou en cours à l'année. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci. Voilà, tu m'appelles pour les questions. Je t'appelle et je te okay, prends rendez-vous avec Christine. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on a aussi, après la nécropole, on va visiter ce qui est la maison mère de cette grande secte créée par le fondateur. Un magnifique temple avec son jardin, et on fera un petit tour par la pagode qui n'est pas d'origine parce que l'ancienne a brûlé, donc celle-ci date des années 20, et on va un peu découvrir l'histoire du site. Et puis on va se rapatrier, on reprend notre bus et on va se rapatrier sur Nara, qui était la première capitale du Japon. Petite ville sympathique, hein, moi je l'appelle la belle endormie. Hein. Petite ville de province, on va faire un petit tour dans les vieux quartiers. Le lendemain matin, on va effectivement visiter 2 points symboliques de Nara, le temple du Todaiji, où se trouve cette grande statue en bronze, et le sanctuaire de Kasuga, qu'on appelle aussi le sanctuaire des lanternes. Donc il y a des milliers de lanternes, et c'est un endroit où les lanternes sont allumées 2 fois l'an, au printemps et au mois d'août, qui est la fête des morts, hein, l'équivalent de leur Toussaint, où ont lieu des festivités, et toutes les lanternes sont allumées à ce moment-là. C'est vraiment un très bel endroit. Nara, on va pas être seul. C'est là où il y a les daims, hein, c'est ça? Voilà, on va pas être seul, on va avoir des petits compagnons, les daims. Alors des daims, il y en a partout. Alors dans les sanctuaires, dans la ville, à côté du feu rouge, parfois vous avez un daim juste à côté de vous. Et là, vous pouvez faire une collection de photos absolument incroyable parce que tout est à l'image du daim. Sur les bus, il y a des daims. Sur les bouches d'égout, il y a des daims. Dans les maisons, partout il y a des daims. Et alors, j'ai une photo, elle est incroyable. Il y en a même un propriétaire qui en avait marre d'avoir des daims dans son jardin. Il a mis un panneau interdit aux daims, comme si les daims allaient comprendre qu'il ne peut pas d'apprendre de daims dans son jardin. Après cette visite de Nara, on va donc prendre le bus va nous déposer à Osaka, où on va prendre le Shinkansen pour nous rendre à Hiroshima. Et donc là, on va dormir en face de l'île de Miyajima dans un grand hôtel absolument incroyable qui est un ryokan, hein, donc en fait une auberge traditionnelle, enfin c'est plus une auberge, c'est l'hôtel traditionnel. Alors vous allez avoir beaucoup d'hôtels traditionnels quand vous arrivez, c'est des bâtiments tout modernes. Je dis toi, mais parfois pas très beau, hein, c'est moche. Et à l'intérieur, c'est magnifique, tout est traditionnel. Et donc là, il y a des bains absolument magnifiques, intérieurs, extérieurs, avec la vue sur Miyajima. Et là, on va enchaîner toute une série de ryokan. Quand on est dans un ryokan, on a toujours des dîners
japonais. Donc c'est cette fameuse cuisine kaiseki, hein, cette cuisine gastronomique. Et là, on va en enchaîner plusieurs. Et généralement, quand on est dans ces structures-là, on prend un bain soit avant le repas, soit après, soit les deux, ou le lendemain matin, ça ouvre déjà à 6 heures. Alors vous avez dans votre chambre, dans les ryokan, vous avez systématiquement, vous avez le kimono, la ceinture, les petites tatanes, vous avez même le petit mantelet. Et lorsque vous allez au bain, vous revêtez tout cela. Vous gardez votre kimono pour aller manger avec votre petit mantelet. Alors on a juste en dessous, on garde juste ses sous-vêtements. Lorsque vous allez au bain, vous avez toujours deux côtés, un côté homme, un côté femme. Et vous avez des petits paniers ou des petites consignes où vous laissez vos vêtements, votre kimono, parce qu'on se baigne tout nu, sans vêtements. Lorsqu'on arrive dans la structure, vous avez des petites stalles, comme ici, où on commence par se laver, se rincer, parce qu'on va dans l'eau, il faut être propre. Vous n'avez aucun produit à emmener, tout est fourni. Hein, shampoing, savon, produits de beauté, pelage de peau, tout ce que vous voulez, tout est fourni. Quand vous êtes bien propre, allez-y, vous allez dans le bain, vous trempez dans l'eau, vous y allez doucement parce que c'est généralement assez chaud. Vous évitez d'être trop près des bouches de sortie parce que là c'est franchement chaud. Et en général, on commence, lorsqu'il y a des bains extérieurs, on commence par les bains intérieurs et après on sort. Une fois que vous êtes sorti de votre bain, vous reprenez une douche, vous avez un endroit, vous allez une autre pièce, vous allez pouvoir vous sécher les cheveux, enfin faire tout ce que vous avez envie. Donc vraiment moment de détente. Les bains, ils ouvrent à 5 heures le soir, ils sont ouverts jusqu'à minuit, 1 heure du matin, et ils rouvrent le matin à 6 heures. Et généralement, le lendemain, les côtés sont inversés. C'est-à-dire, ce qui était côté homme devient côté femme, ce qui était côté femme devient côté homme. Parce qu'il y a toujours un côté qui est plus beau que l'autre. Hein, c'est selon les installations. Donc, ça vous permet de voir les deux. Alors, ce que je dirais aussi, je crois que c'est à Kyoto, l'hôtel où on sera, il y a aussi dans les hôtels de type occidental, hein, où on a lit, salle de bain et autres, il y a aussi des bains publics. Alors, je vous dirai dans lesquels, je crois que c'est à Kyoto, on aura un bain public dans les étages, et vous pourrez aussi vous y rendre pour vous détendre. Ce qui n'empêche que vous avez quand même une salle de bain et autres dans votre chambre. Voilà. Mais c'est un plus, ça fait partie de leur art de vie, que je vous recommande de tester, hein, parce que franchement, c'est à voir, et puis en général, c'est magnifique. Alors moi, je ruse toujours, normalement, il ne faut pas prendre de photos hein, quand on est dans les bains, parce qu'il y a quand même d'autres personnes. Alors moi, j'amène toujours mon appareil photo dans un petit sachet plastique, je le laisse dans le petit panier. Et à un moment donné, il y a toujours un moment où il n'y a plus personne. Après, hop, je refile, je récupère mes photos, puis je le repose. C'est la seule façon d'arriver à prendre quelques photos. Ensuite, le lendemain matin, on va enfin aller sur cette île de Miyajima. Il y a ce sanctuaire flottant avec le tori qui est dans l'eau. Alors, sous réserve, hein, on est dépendant des marées. Lorsque c'est marée basse, c'est un peu le cloaque, hein, c'est un moins de charme. Alors c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de dormir sur l'île, parce qu'on est sûr qu'à un moment donné, on va quand même avoir de l'eau. Donc voilà. Là aussi, Miyajima, on va visiter on va faire un petit tour, on va passer la matinée sur l'île. Là aussi, on va avoir des petits compagnons, hein, les daims sont là, et croyez-moi, ils sont voraces, hein, ils vont jusqu'à vous fouiller les poches. Hein. Après, on va manger, on se mange un petit bout sur Miyajima, et après, on saute dans le bus et on va visiter Hiroshima. On va faire deux choses, on va visiter le musée de la paix, et on va faire un petit tour dans le parc, voir le mausolée, la cloche, et ce qui reste de ce bâtiment. Là, on reprend le bus et on va aller dans notre Japon profond, hein, à Yunotsu. Et on va dormir dans cette auberge. Cette auberge qui est une ancienne auberge familiale. Vous verrez, on est reçus comme des rois. Hein. Je connais tout le monde, la fille, la petite fille, l'aubergiste qui m'attend, la grand-mère. La dernière fois, je suis partie avec 20 kilos de tissu dans les bagages que j'ai dû repartir sur tout le monde. Voilà, donc vraiment, on a un accueil extraordinaire et on va rester 2 nuits dans cette auberge.
Alors Yonotsu, c'était la petite ville d'où partaient, un petit port, d'où partaient ces bateaux chargés de minerais qui partaient vers la Corée et la Chine. Donc il y a toute une histoire. Et Yonotsu est connu pour une autre raison, qui c'est très fréquenté par les Japonais, c'est là où il y a des sources thermales. Il y a plein d'onsen, donc on a notre source privée là pour le bain. Il y a 2 établissements publics dans le village. Donc vous verrez, c'est un endroit plein de charme, dont on aura du mal à se défaire. Le lendemain, on va passer la journée dans le vallon, qui est juste à côté, à dizaines de kilomètres, dans le vallon où on extrayait ce minerai d'argent. Donc on commencera par visiter le temple où allaient prier les mineurs. Et ensuite, on va se rendre à pied, on va avoir une jolie balade à pied, hein. On va bien passer 1 heure, 1 heure et demie pour aller au bout du vallon et revenir. On va visiter ces mines. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, mais c'est le parcours, parce qu'on va passer par des zones avec des vieux bâtiments qui dataient de cette époque-là. Et après, on va passer la journée dans le village d'Omori, qui était le village des mineurs, qui est tout en longueur, où il reste toutes ces vieilles maisons, avec des petites échoppes, vraiment un coin, on est hors du temps, très agréable. On va visiter là une résidence qui est la résidence Kumagai, qui était la maison d'un marchand, donc vous verrez un petit peu l'intérieur, le jardin intérieur de ce qui était là. Et on va retourner dans notre super petite auberge, où nous attendra un bon repas japonais, et le soir, on ira à 50 mètres de l'hôtel, hein, on a juste quelques pas à faire, il y a un vieux sanctuaire. On va assister à du Kagura. Alors Kagura, c'est des anciennes danses shinto, hein, de la mythologie, et c'est spécifique de la région de Hiroshima. Alors c'est assez spectaculaire, hein, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais on en prend plein les yeux. Et ce ne sont pas des professionnels, ce sont des villageois. Et vous verrez, le sanctuaire, il est plein à craquer. Il y a des enfants, et les enfants regardent, et c'est en regardant qu'ils apprennent, et qu'ils deviennent, après, quand ils sont adultes, qu'ils apprennent, qu'ils dansent pareil, le Kagura. Alors autour du Kagura, il y a toute une sorte plurielle de métiers, parce que vous verrez, il y a aussi une danse avec des serpents en papier, où ils s'enfilent dedans, donc il y a plein de métiers qui tournent autour de cela. Malheureusement, je n'ai pas pu programmer de visite d'artisans qui travaillent là-dedans parce que c'est à l'autre bout du département et côté route, ça ne passait pas. Voilà. Donc, on se contentera de voir le Kagura. Le lendemain matin, on ne va pas tout de suite quitter Yonotsu, on va encore rester, on va faire une petite balade dans le village et on va s'arrêter chez le potier du village pour voir son fameux four. Souvent les gens achètent des poteries là-bas parce que c'est vraiment une très jolie chose et pas cher du tout. Et après on se rend à Matsue, la ville de Matsue. On va visiter le quartier des samouraïs, notamment on va visiter la maison de Lafcadio Hearn dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans le Japon fantastique. Et on va manger dans un endroit, c'est prévu, hein, dans cet endroit sublime, un restaurant qui est dans des jardins absolument extraordinaires. Après le repas, on va visiter à 2 pas de là, tout se fait à pied, hein, la maison de thé Meimei, qui est une des maisons de thé les plus anciennes du Japon, où se trouve un très vieux pavillon de cabane à thé, hein, on va goûter la spécialité de cette maison, hein, une confiserie qui se fait depuis des années, avec une petite cérémonie du thé, enfin bon voilà, c'est toujours très touristique, hein, c'est pas des vrais, mais bon, le charme y est, parce qu'il y aura le jardin, l'environnement. Et le soir, on va encore dormir pour notre dernière soirée avant Osaka, dans un ryokan absolument sublime. Donc à nouveau, repas classique, traditionnel. Et avant-dernier jour, donc on va donc quitter Matsue et on va visiter Asakai Minato, le fameux musée de Mitsuki Shigeru, hein, ce mangaka qui dessinait des yokai à tout va. Donc il a son petit musée qui est absolument sublime avec des dessins merveilleux qu'il faisait.
Et surtout, on va passer par la Mitsuki Road, où il y a tous ces petits esprits, ces petites statuettes en bronze. Alors là, j'ai du mal à faire avancer les gens quand on est là, parce que là, c'est de la folie. Hein, donc, alors, ce qui est dommage, c'est que généralement, on est obligé de commencer par la Mitsuki Road pour arriver au musée. Et comme au musée, il faut rentrer tous ensemble, c'est difficile de faire avancer les gens. Dernière visite avant de prendre la route, on va s'arrêter au musée d'art Adachi. Alors, le musée d'art, il y a deux choses à voir. Adachi est surtout connu pour ses jardins. Alors, c'est un grand musée d'art parce qu'on va trouver de la peinture Nihonga, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, notamment quelques vues que je vous avais montrées, mais surtout, il est connu pour ses jardins. Alors, ces jardins sont très particuliers. On ne peut pas se promener dans ces jardins. Il y a deux endroits où on peut aller pour prendre des photos, mais ils sont conçus pour être vus depuis l'intérieur de la maison, comme un tableau. Hein. C'est ce que j'ai expliqué, un jardin, c'est conçu pour être vu depuis la maison. Et donc, il y a ces vues absolument extraordinaires. Alors, pour vous dire jusqu'à quel point ils poussent les choses pour préserver leur jardin, au bout, là, vous voyez, il y a des montagnes, il y a des collines, ils ont acheté tout ce qui est autour. Parce qu'entre les deux collines, il y a une route et ils ont tellement peur qu'il y ait des constructions qui s'y mettent, donc ils ont tout racheté pour préserver la vue de leur jardin. Et puis, on va prendre la route pour arriver à Osaka, au dernier soir. On va avoir notre dîner d'adieu. Hein, on va avoir un dîner avec la guide et autres. Et j'ai choisi un hôtel qui est juste à côté de ce quartier, le quartier de Dotonbori. On pourra encore flâner le soir, qui est un quartier spectaculaire, très animé et autres. Et on arrive au dernier jour. Dernier jour, comme on a un avion très tardif à minuit quasiment, ça va nous permettre de faire encore une journée de visite. Donc le matin, on va tout de suite partir à Sakai, qui est une ville en banlieue de Osaka, et qui était connue pour ses forgerons. C'est là que se trouvent les forgerons qui forgeaient les sabres. Et donc cette tradition est restée, c'est là qu'on va donc voir cette forge traditionnelle. Toute la famille est impliquée, on est reçu dans leur maison d'habitation, monsieur le forgeron a son atelier à côté. Et alors comment je l'ai trouvé il y a quelques années, en fait, ils avaient un apprenti français. Un Français qui a travaillé, qui travaille toujours encore, mais il n'est plus dans la forge, il s'occupe de la partie commerciale maintenant. Voilà. Après le forgeron, on va revenir dans le quartier d'Otombori qu'on vient de quitter, pour aller donc dans ce petit musée et faire notre petit stand. Alors vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite le matin alors qu'on était juste à côté, parce que tout simplement, le musée ouvrait après 11 h. Donc du coup, on ne pouvait plus caser tout ça, donc on revient ici. On mangera un petit bout rapide dans le quartier, et on termine avec la dernière visite avec l'Umeda Sky Building, qui a été construit par le même architecte que la gare de Kyoto. Et on va monter tout en haut, parce que ça s'appelle le jardin flottant. Et vous voyez là, il y a deux petites choses, là, ça c'est les escalators. Il y en a un pour monter, il y en a un pour descendre. On est carrément suspendu dans le vide. Et d'après l'horaire, la nuit devrait commencer à tomber. Et ce sera absolument magique, parce que ce sera la dernière vue sur Osaka. Et si le temps le permet, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, à ce moment-là, on peut monter sur le toit. Voilà. Donc, pareil, dernier avion, 23h30 Osaka, on arrive à pratiquement 6 h du matin à Dubaï, donc une nuit complète dans l'avion. On redécolle de Dubaï presque 9 h pour arriver à 1 h à Lyon, où un bus va nous ramener jusqu'ici. Fin du voyage. Voilà. Ça y est. Bon, bravo. On n'a plus besoin d'y aller, tu nous as fait le faire. Voilà, vous avez tout vu.